aujourd'hui, tu nous as dit que tu n'avais pas ouvert tous les dossiers. J'ose à peine imaginer si tu les avais tous ouverts aujourd'hui. Vous constaterez aussi que cette année, je viens sans le bras en écharpe, sans la grippe aussi. Et pourtant, ça ne veut pas dire, et je le dis très honnêtement, que les temps sont moins durs. J'ai écouté attentivement le discours que vous venez de prononcer. Je vais essayer de répondre à certaines de vos interpellations. Même si, vous le savez, je ne pourrai pas le répondre sur tout. Nous sommes à quelques jours des élections professionnelles et donc, cette veille d'élection, je ne peux pas effectivement m'exprimer sur les sujets statutaires ou les éléments qui font partie de la plateforme syndicale de votre syndicat, mais ça va me permettre en revanche de pouvoir revenir aussi et de profiter de ce moment pour revenir avec vous sur la stratégie Ma Santé 2022 et sur les transformations en cours. Avant de commencer, je voudrais revenir sur quelques éléments qu'on va appeler des petits malentendus ou des points un peu qui nécessitent quelques éclaircissements. D'abord, je profite de la présence de la directrice générale du CNG, que je salue ici, Danielle Toupier, pour redire l'importance du rôle et de la place du CNG. Et redire aussi ici qu'il est exclu, je le dis très clairement, de revoir la place des différentes organisations professionnelles, représentant notamment des directeurs, des médecins, dans la gouvernance du CNG. Ce ne sont pas les sources de financement, les modes de financement qui déterminent la gouvernance du CNG, mais ce sont ses missions. Et ces missions, elles sont bien dans l'accompagnement, le soutien aux professionnels de santé, corps nationaux de direction que sont les corps de directeurs d'hôpitaux et ceux des praticiens hospitaliers et PUPH. Donc c'est bien ainsi qu'il faut le comprendre. Ne surinterprétez pas cet amendement. C'est bien un amendement de simplification. Et je redis très solennellement que la gouvernance du CNG n'a pas vocation à évoluer et que vous avez toute votre place au sein du Centre national de gestion au regard des missions qui lui sont données. Je voudrais revenir aussi sur la faiblesse de l'action que vous pouvez pointer de la DGOS ou du ministère vis-à-vis des directeurs et des cadres. Il y a un an, à la même période, plusieurs textes étaient bloqués. Je m'en étais expliqué lors de votre congrès. Depuis, grâce à notre persévérance et je dirais aussi votre pression active, régulière, notamment dans le cadre des CAP des directeurs d'hôpitaux, on a réussi à sortir l'ensemble des arbitrages qui étaient attendus et au final, les engagements ont été tenus et ce, malgré une conjoncture peu favorable. Je crois qu'il faut quand même aussi qu'on réussisse à le partager. Et bien que vous puissiez considérer, j'en ai bien conscience, il reste à faire. De même, sur un éventuel manque de soutien par le ministère des cadres et des directeurs, je pense que là aussi, vous pouvez en témoigner. Je l'ai très souvent porté publiquement et je le redis très solennellement. Non seulement nous vous écoutons et nous vous respectons, mais surtout, nous savons que nous ne pouvons rien faire sans vous et que tout ce que je vais pouvoir dire derrière sur la transformation du système de santé, vous êtes un élément essentiel et clé et que pour cela, nous reconnaissons aussi, bien sûr, tout le travail que vous menez chaque jour au service des patients, des usagers et de la santé de nos concitoyens. Et je ne pense pas sur ce point-là que vous m'ayez jamais entendu dire autre chose. Venons-en maintenant au sujet de l'organisation de notre système de santé et de l'avenir de celui-ci. Avec la thématique de votre programme, vous avez choisi d'interroger en profondeur les enjeux auxquels est confronté notre système de santé dans son ensemble. Votre titre est évocateur dans la période que nous vivons. Oui, nous vivons des transformations. Oui, nous sommes très certainement engagés dans une phase de transition. Et oui, sans nul doute, nous sommes aussi confrontés à des ruptures. Et ce n'est pas demain, pas après-demain, mais déjà depuis plusieurs années. Tous ces changements, ils sont multiples, ils sont protéiformes, vous les connaissez bien, l'évolution épidémiologique qui transforme fondamentalement les besoins de santé de la population, les transformations technologiques, les évolutions de pratiques, les ruptures territoriales, accentuées par les problèmes de démographie médicale, et enfin, j'ajouterai la transformation rapide des aspirations des professionnels eux-mêmes. Les transformations sont là et donc bien là. Il me semble, de ce point de vue, que ces éléments de diagnostic sont désormais partagés par un grand nombre d'acteurs et qu'au-delà des éléments de diagnostic, les questions qui nous sont posées à nous, pouvoirs publics, professionnels de santé, citoyens, c'est de savoir comment nous allons assumer collectivement ces transformations, comment nous les accompagnons, comment nous y apportons des réponses cohérentes, notamment en faisant évoluer nos organisations, ou comment nous en corrigeons aussi les effets négatifs.
Ce sont toutes ces questions auxquelles nous devons répondre et qui sont au cœur de la stratégie de transformation des systèmes de santé. Cette stratégie, vous l'avez compris, ce n'est pas une réforme sectorielle ou catégorielle comme nous en avons déjà bien connu. Elle propose une vision d'ensemble qui aborde à la fois l'organisation des soins de ville, l'hôpital bien sûr, le lien entre la ville et l'hôpital, et la manière d'intégrer le médico-social et les acteurs de prévention dans les organisations territoriales. Elle est venue compléter la stratégie ministérielle pour le système de santé et vient s'articuler ainsi avec la feuille de route autonomie et grand âge, celle sur la santé mentale et la stratégie priorité prévention. Cette stratégie, elle nous mobilisera, non pas quelques semaines, non pas quelques mois, mais pour les 2 à 3 années à venir, avec certaines de ces mesures qui portent des enjeux pour les 10 à 20 années qui viennent. C'est bien le système de demain que nous construisons, avec pour autant, il faut aussi le redire, des actions qui ont vocation, et je vous rassure, le but n'est pas effectivement d'attendre que tout change seulement à 10 ou 20 ans, des actions qui devront se mettre en place plus rapidement pour répondre aussi aux situations aiguës auxquelles vous êtes confrontés. Nous avons cet impératif de concilier le temps court et présent avec une vision plus prospective et des transformations structurelles. La méthode et le calendrier ont été présentés lundi dernier par la ministre aux représentants du monde de la santé. Vous y étiez représentés. Je le redis ici, si la volonté, le 5A CFDT, soit participer à plus de chantiers où il a été préidentifié, vous connaissez mon adresse, mon numéro de téléphone, il faut se manifester. Je le redis ici, la volonté est effectivement d'être dans un temps aujourd'hui de travail en commun et d'élaboration en commun sur des enjeux qui nous concernent tous et durablement. Cette stratégie, elle se déclinera en 9 chantiers et elle a érigé notamment en grande priorité le renforcement et la meilleure organisation des soins de proximité. Il s'agit bien entendu d'organiser différemment les professionnels de ville en développant les formes d'exercice coordonnés et collectifs, que ce soit au sein des communautés professionnelles territoriales de santé, des maisons de santé ou des centres de santé. Des professionnels de ville qui devront s'engager à offrir des réponses pour les soins non programmés, garantir l'accès aux médecins traitants ou garantir l'orientation vers des soins de spécialité. L'hôpital, lui aussi, doit renforcer sa participation à l'offre de soins de proximité dans tous les territoires. Et ces activités de proximité, on les retrouve dans tous les établissements. Même les CHU ont des activités de proximité. Mais ce sont surtout les plus petits établissements, souvent implantés dans des zones rurales ou des zones semi-urbaines, et qui ne disposent plus d'activités de chirurgie ou d'obstétrique, qui doit être particulièrement soutenu. Et c'est le sens de la création du nouveau label d'hôpital de proximité, qui permettra à ces établissements de disposer d'un mode de financement adapté à leurs besoins, d'une gouvernance rénovée et d'un accompagnement pour les aider dans leur transformation. Vous m'interrogez sur le positionnement de ces hôpitaux de proximité. Il est clair que tous les hôpitaux, quand ils sont publics, resteront membres des groupements hospitaliers de territoire. Cette présence au sein des GHT est la condition pour mettre en place une véritable gradation des soins qui fait le lien entre les soins hospitaliers de proximité et ceux des établissements de recours et de référence. Dans beaucoup de territoires, les hôpitaux de proximité seront des pivots entre le monde hospitalier et les professionnels de la ville. Et cette alliance sera incontournable pour assurer le suivi des personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes âgées, favoriser le recours à l'hospitalisation à domicile ou structurer une réponse aux demandes de soins non programmés. Au final, c'est une organisation territoriale qui associe tous les acteurs que nous devons faire émerger, chacun avec ses missions et ses compétences. L'hôpital, la ville, le médico-social, mais aussi les acteurs de la prévention partageront une même responsabilité vis-à-vis de la santé de la population. Ils partageront le même objectif d'offrir des soins et des accompagnements de qualité accessibles à tous dans tous les territoires. Cette organisation des acteurs est en premier lieu et avant tout une question de santé publique, mais aussi une condition du bon fonctionnement de notre système et de sa pérennité. Vous l'avez dit, cette transformation, nous devons l'accompagner. Nous devons l'accompagner en aidant les acteurs à se doter des outils performants qui leur permettent de communiquer entre eux et de se coordonner. Nous devons aussi adopter les référentiels de qualité pour asseoir les bons parcours de santé. Et nous devons aussi changer les modalités de financement et de rémunération pour sortir de la course à l'activité et inciter à plus de coopération entre les acteurs. Tous ces chantiers sont désormais engagés et disposent d'un calendrier de mise en œuvre. Pour ce qui est des aspects budgétaires, j'entends vos alertes. Je pense qu'il n'y a pas un jour, une demi-journée, quasiment une heure sans que ce sujet revienne, surtout quand on est à quelques jours des décisions concernant le dégel pour l'année 2018. Vous savez, c'est une décision qui est prise fin novembre, début décembre. Après les derniers chiffres d'analyse disponibles de l'exécution de l'ONDAM, la décision va bientôt être prise et elle sera donc rendue publique très prochainement.
La réussite de cette transformation et l'accélération de la phase de transition réside également dans notre capacité à agir rapidement sur des aspects stratégiques. Plusieurs mesures ont été ciblées et priorisées dans la mise en œuvre. Je l'ai dit, l'organisation des soins de ville avec les CPTS, les assistants médicaux, le travail sur les hôpitaux de proximité, le déploiement de postes de médecins généralistes à exercice partagé dans les territoires en tension ou la réforme des études médicales. Le passage par la loi donnera également une portée supplémentaire à cette stratégie avec un projet de loi, le calendrier a été annoncé, qui sera présenté début 2019 pour un vote à la fin du premier semestre 2019. La mise en œuvre conjuguée de toutes ces mesures a pour objectif de transformer durablement notre système de santé. Cette transformation change et changera profondément l'environnement d'action des dirigeants hospitaliers et du médico-social. Les GHT ont engagé un mouvement vers un exercice plus territorial. Demain, le renforcement des liens ville-hôpital ou la nouvelle gouvernance des hôpitaux de proximité conforteront les missions à dimension territoriale des managers, qu'ils soient directeurs, cadres, ingénieurs ou médecins. Ces enjeux de coopération et d'organisation territoriale du système de santé vont également donner une dimension encore plus stratégique à vos fonctions. Votre expertise, votre connaissance des territoires sont précieuses, à la fois pour mettre en place des filières de soins efficaces et pertinentes, et de façon plus large, pour contribuer au déploiement des politiques publiques, que ce soit dans le cadre de la stratégie de transformation ou dans les feuilles de route grand âge ou santé mentale. Ces évolutions de vos métiers, nous devons les prendre en compte. Nous devons d'abord vous donner les moyens d'agir à l'échelle de l'établissement et du territoire. Nous devons vous faciliter la gestion des établissements et vous donner plus de souplesse pour mener à bien vos projets. C'est le sens du droit d'option qui va être ouvert, par exemple, sur les groupements hospitaliers de territoire, qui est le signe d'un pari de la confiance aux acteurs pour définir des projets de coopération et de gouvernance des établissements. L'ouverture aussi d'exercices mixtes entre la ville et l'hôpital pour attirer et donner de nouvelles possibilités, pour attirer des profils parfois plus difficiles à recruter. D'autres mesures dans la loi dans la stratégie de transformation ou dans la future loi de la fonction publique devront faciliter la gestion des établissements et ouvrir de nouvelles voies à vos projets. La philosophie générale est de vous donner de nouveaux outils et de l'autonomie pour les utiliser. Nous devons aussi mieux reconnaître et valoriser toutes les fonctions de management dans les établissements, reconnaître aussi l'expérience en management pour la désignation des responsables médicaux également, meilleure formation au management de tous les encadrements, ou encore possibilité d'intéressement collectif pour diffuser une culture managériale partagée. Enfin, nous devons vous soutenir. Je l'ai dit, les responsabilités des dirigeants deviennent plus complexes, vous l'avez parfaitement illustré. Les activités de la santé et du social sont par ailleurs, par nature, sensibles à organiser. Et vous avez également à gérer certaines contradictions de notre système et à faire face en première ligne aux tensions qui en résultent. Vous ne devez pas être comptable effectivement des incohérences du système, et au contraire, vous devez être appuyé pour les dépasser. Je l'ai dit en différentes occasions et je vous le redire devant vous, il n'est pas acceptable que des directeurs, des cadres soient menacés, intimidés, violentés. J'ai condamné et je condamne toutes les formes de violence et de pression qui peuvent être faites. Les divergences et les oppositions peuvent s'exprimer, elles doivent même s'exprimer, mais dans le cadre d'un dialogue social qui soit respectueux des fonctions et respectueux des hommes et des femmes. Au-delà de ce soutien, nous devons en tirer les conséquences des récents épisodes. Et nous devons notamment réfléchir collectivement sur les conditions pour garantir à tous les directeurs la protection, et notamment la protection fonctionnelle, dont qu'ils demandent légitimement. Les prochains mois seront aussi et surtout l'occasion de donner corps aux objectifs détaillés de la stratégie de transformation du système de santé. Les directeurs et les cadres auront toute leur place dans la concertation des différents espaces de travail, plus de 70 projets sans même compter aujourd'hui les chantiers du numérique. Ça a été déjà avec le comité de suivi installé lundi dans lequel vous étiez partie prenante. Ce sera le cas aussi dans les différents chantiers, encore une fois. Et ce sera le cas aussi dans les territoires et dans les régions, puisque sous la conduite des ARS ou à votre initiative, il y aura aussi à inventer, décliner les nouvelles organisations entre ville, hôpital et médico-social. Mesdames et messieurs, la séquence qui a été ouverte avec la stratégie Ma Santé 2022 va être décisive pour l'avenir du système de santé. Ce n'est pas une formule de style ou un style oratoire. C'est une conviction profonde que les sujets que nous traitons aujourd'hui conditionneront notre système de santé pour les 10 à 20 années qui viennent. La ministre l'a rappelé, de notre capacité à nous mobiliser de notre intelligence collective dépendra la réussite de cette transformation. L'autre condition de cette réussite est de maintenir un dialogue sincère, exigeant, ça je vous fais confiance, et respectueux. Nous en aurons l'occasion d'en faire la preuve dans les prochaines semaines.
Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.